Il y a une légende NBA qui aura son farewell tour la saison prochaine. Ce n'est pas nécessairement LeBron James. Peut-être que lui aussi annoncera sa retraite, mais pour l'instant, c'est Chris Paul qui a déclaré que cette saison serait sa dernière, Théo. Donc, dernière saison de Chris Paul. Je commence tout de suite avec une petite stat. Sache qu'il faudrait qu'il tourne à 40 passes décisives par match pour rattraper, en jouant les 82 matchs évidemment, pour rattraper et dépasser John Stockton au classement des meilleurs passeurs de l'histoire. 40 passes D par match. Voilà, j'ai vu passer Ouais, ça. autant dire que c'est pas, autant dire que ça sera pas jouable. J'ai l'impression que c'est pas vraiment une surprise pour Chris Paul. On sentait quand même hein, que c'était la fin. La grande question, ça va plutôt être de savoir dans quelle équipe euh, il va jouer sa dernière saison. On sait toujours pas précisément. On sait que ça sera pas du côté des Spurs en tout cas. Euh, Intéressant quand même. Je pensais pas forcément que ce serait le genre de joueur à annoncer clairement que ça serait sa dernière saison. Je suis pas sûr que, de toute façon qu'il puisse se préparer à un farewell tour vu à quel point il est. Ouais. C'était dans son jeu de se faire détester par les fanbases des équipes adverses. Donc, mais c'est bon, ça va être quoi qu'il arrive, ça sera une page qui se tourne. Je suis pas sûr qu'il aura un farewell tour et j'espère d'ailleurs qu'on va pas en faire une mode, ce truc maintenant que chaque mec un peu qui a un peu marqué son époque se retrouve à avoir un farewell tour. Tu vois, des fois, après tout, avant, il y avait des gens qui annonçaient, bah ça c'est ma dernière saison et il n'y avait pas non plus des trucs extraordinaires dans chaque salle. Donc j'espère vraiment que ça sera pas le cas, mais pas par méchanceté envers lui. En fait, c'est juste pas non plus coltiner chaque mec de 40 ans qui va être futur Hall of Famer, en faire un cirque. Je pense que c'est pas ce que veut Chris Paul non plus. D'ailleurs, je pense pas que quand il annonce sa retraite, c'est peut-être pas Non, je pense nécessairement pas. pour un farewell tour, quoi. C'est juste de toute façon, en même temps, suffisait de regarder pour savoir, quoi. Il y avait même des chances, il y avait à un moment des chances à ce que sa retraite, ce soit maintenant. Au final, il se sent de faire une dernière année. Pour les quelques pistes qui mènent sur sa future équipe, il y a les Clippers, je crois. J'imagine que. En tout cas, il y a Los Angeles. Je ne sais pas si c'est Clippers, Lakers, mais il y a Los Angeles où sa famille vit. Il a plus vécu avec sa famille sur une saison, je crois, depuis 2019. Ah Donc ouais. ça fait quand même plusieurs années que sa famille ne vit plus avec lui. Donc il y a Los Angeles. J'ai vu passer Phoenix. Je sais que ça t'a surpris quand je l'ai dit en off. Moi aussi, je capte pas trop. Et il y avait Milwaukee, où il y a plus de sens. Ça, je l'ai vu passer beaucoup aussi. Milwaukee, mais pareil, tu sais pas, est-ce que c'est des infos qui viennent plutôt d'insider? Est-ce que c'est Chris Paul, ses agents lui-même? Milwaukee, je comprendrais déjà un peu plus. Ouais, ça aurait beaucoup de sens pour Chris Paul comme pour les Bucks. Ce qui est marrant, tu sais, pour Chris Paul, c'est que j'ai vu passer complètement par hasard sur Instagram des fois tes petites vidéos de highlights. Et là, c'était sur Deron Williams. Quel Deron Williams était le plus fort, celui du Jazz ou celui des Nets. C'est assez dingue de te dire que c'était la même draft, Deron Williams et Chris Paul. Parce que Deron Williams, j'ai l'impression que ça fait 15 ans que le mec a pris sa retraite et est parti de NBA. Tu dis Chris Paul, c'est sa dernière saison. C'est assez fou, quoi. Ça, c'est marrant parce que les deux ont beaucoup été comparés. Du coup, qui est le meilleur Ah ouais. meneur entre Chris Paul et Deron Williams au début de leur carrière? Là, ce débat, il est enterré depuis longtemps. Je, C'était pas prévu, mais vu qu'on parle de Phoenix, Bradley Beal devrait, a priori, le buyout devrait se faire. Il va lui renoncer à 13 ou 19 millions, je ne sais plus. 13 millions, je crois. En gros, il va renoncer à 13 millions sur ce qui lui reste pour permettre ne serait-ce qu'à Phoenix de faire le buyout. Il y a la règle, maintenant, je l'ai vu passer depuis notre dernier CQFR, c'est-à-dire qu'ils ont déjà de l'argent mort et tu peux pas dépasser plus que tant en argent, en dead money, donc en argent qui revient à des mecs qui sont plus dans ta franchise. Et pour que ça soit étiré sur 5 ans, désolé, c'est un peu flou comme la manière dont j'explique, mais je pense que vous arrivez quand même à comprendre. Pour que ça soit étiré sur 5 ans, il faudrait que Bradley Beal touche pas plus que tant par saison et ça lui fait renoncer à 13 millions sur l'ensemble de son contrat. Mais donc si ce buyout il se concrétise, donc 5 ans pendant 5 ans, ils vont payer Bradley Beal, je sais pas, 19 millions par exemple, quelque chose comme ça. Et lui et Booker vont représenter une grosse partie du cap quand même sur les 5 ans à venir. C'est un peu comme tu le disais, j'ai l'impression, c'est ok, on va, c'est pas juste, en fait, on va être médiocre pendant peut-être 5 ans en fait. Pendant le 5 ans, on va pas jouer le titre, quoi. C'est comme ça un peu que je le vois. Ce qui est fou, alors bon, maintenant, je pense que de toute façon, il avait plus de valeur, en fait, sur le marché des transferts, mais quitte à partir,
Tu dis, mais dans ce cas-là, pourquoi il n'a pas accepté de se débarrasser de sa no trade clause l'an dernier, dans lequel cas il aurait pu encore avoir une chance, je pense, peut-être d'être échangé sans Ouais. perdre ou sans renoncer à autant d'argent. Enfin bon, c'est assez mystérieux. Il faudrait vraiment être, je pense, dans les coulisses des choses pour savoir vraiment ce qui a été dit au moment où il a été tradé, ce qui a été dit pendant la première saison pour mieux comprendre en détail, je pense. Mais ce que tu dis est très juste, même c'est vrai, là, du point de vue de Bradley Beal. Bon, 13 millions, c'est pas la mort pour lui de perdre 13 millions. Et derrière, de pouvoir re-signer où il le souhaite. Apparemment, il aime beaucoup Miami. Milwaukee est très intéressé. Voilà, il va avoir l'occasion de jouer dans une autre équipe, de choisir son équipe et de toucher quand même, bah, du coup, 90 millions ou quelque chose comme ça sur les 5 prochaines années. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ego là-dedans parce que l'an dernier, s'il waive sa no trade clause, il y a sans doute au moins un trade qui se matérialise, peut-être du côté de Washington, oui, et il la garde derrière quand il arrive dans ce club. Mm. Et il touche, enfin, je pense qu'il la garde parce qu'il l'a gardé finalement de Washington à Phoenix. Oui, Donc il oui, il la l'a garde gardé, c'est après. sûr. Ouais. Ouais, Mm. ouais, donc tu vois, il aurait pu. C'est juste une autre équipe qui aurait dû négocier ce buyout. Et pareil du côté des Suns, c'est un peu comme tu le disais. Moi, je partage ton avis là-dessus. C'était pas ce que je pensais à la base, mais tu m'as convaincu. C'est au final, il te reste 2 ans de Bradley Beal. Au pire, négocie-le l'an prochain, le buyout. Tu vois, et tu lui donnes déjà moins d'argent. Tu as 50 millions à étirer. Là, Bradley Beal, ça serait. À part s'il y a une atmosphère absolument horrible dans le vestiaire Mm. entre Bradley Beal et Devin Booker, ce qui est une autre possibilité. Ouais, on saura jamais vraiment. Par contre, ça va être assez intéressant hein, parce que on en parlait la dernière fois. Bradley Beal, tu parlais de son ego, ça va vraiment être déterminant parce qu'en fonction de comment lui se perçoit et du rôle qu'il veut avoir, si c'est pas démesuré en fait, son ego et le rôle qu'il veut avoir, ça peut vraiment être un joueur qui aide des équipes qui seront ambitieuses parce que là, de toute façon, son argent sera payé par Phoenix, il pourra signer pour pas beaucoup d'argent. Il y a des tas de contenders qui pourraient se servir d'un Bradley Beal. Ah, c'est clair. Vu qu'on est sur les Suns, Kevin Durant est officiellement transféré. Pardon. De Phoenix à Houston, mais ça implique pas que Phoenix et Houston. Il y a 7 équipes qui sont dans ce trade. C'est historique, c'est jamais arrivé. Même si je te l'annonce, Théo, c'est un truc qu'on reverra de temps en temps parce que maintenant chacun s'arrange avec le CBA, avec la manière dont un trade est parfois plus avantageux qu'une signature. Je pense que des trades à 5 équipes, on en verra de plus en plus. Je vais quand même donner 5-6, bon là c'est 7 quand même, hein. Je vais quand même donner du coup la totalité du trade. Donc Phoenix récupère Jalen Green, Dylan Brooks, Kaman Malwak voilà, via le 10e choix de la draft, Rashir Fleming via le 31e choix de la draft, Kobe Brea via le 42 ou 41e choix de la draft. C'était les seconds tours qui ont été échangés en gros par Houston vers Phoenix. Dequan Plowden qui vient d'Atlanta, si je ne dis pas de bêtises, c'était un rookie l'an dernier. Il avait montré parfois des belles choses, mais il a très peu joué. Et un second tour de draft. Houston récupère Kevin Durant et Clint Capella. Donc Capella est bien inclus dans ce deal. Brooklyn prend 2 seconds tours de draft gratuitement. Golden State, Alex Tui et Jamey Machak, j'imagine que c'est des gars draftés au second tour. Atlanta récupère un swap sur un second tour, David Roddy et du cash. Los Angeles, les Lakers récupèrent Adou Thiero et ils l'ont signé. C'est un second tour, 36e choix qui a été signé avec un contrat garanti. Et Minnesota récupère Rocco Zikarski et 2 seconds tours ainsi que du cash. Voilà, ça c'est le trade complet. Mais bon, il y a surtout Phoenix et Houston qui sont concernés. Les autres, c'est vraiment du détail. Du coup, trade à cette équipe, mais bon, pour la forme, quoi. Ouais, du coup, on comprend mieux parce que c'est vrai que les choses avaient été annoncées séparément les unes des autres. Par exemple, Capella, je trouve qu'on comprend mieux, même si ça avait du sens, je trouvais, pour Houston dans tous les cas, soit pour le faire jouer, soit pour empêcher une autre équipe de l'avoir, soit pour le garder sous le coude jusqu'à la trade deadline. Ça sera peut-être le cas d'ailleurs, par ailleurs, à voir. Mais ouais, intéressant quand même, mais t'as raison, de toute façon, c'est Houston et Phoenix, bien sûr, les deux équipes principalement impliquées. Houston qui a fait un autre deal, un joueur qui a failli être inclus dans le deal et qui a failli se retrouver à Phoenix, et ça aurait été une sacrée pioche pour Phoenix, c'est Cam Whitmore qui est envoyé du côté de Washington. Évidemment, j'ai oublié, mais je crois que Washington paye quasiment rien pour ce deal. C'est genre des seconds tours et du cash. Je l'ai évidemment plus sous les yeux. Je vais te retrouver ça. Ouais, c'est Je vais te ça, 2 retrouver ça tout de pics au suite. second tour.
C'est deux Ouais. pics contre deux second tours. J'imagine que les Rockets avaient besoin de se libérer un peu de masse salariale. Donc Cam Whitmore, je vais essayer de te donner ses stats. On sait qu'il a montré des belles choses, mais par intermittence depuis son arrivée à Houston. Et je vais te dire, il était l'an dernier à 9 points, 3 rebonds. Et sur sa saison rookie, il était à 12 points. Donc voilà, donc sur l'ensemble de sa carrière, pour l'instant, de sa jeune carrière, il est à 10,8 points, 44% au tir, 35% à 3 points. Ça, c'est ses stats. C'est un joueur de 20 ans quand même, seulement 20 ans, qui a beaucoup de qualité athlétique et qui a déjà montré des choses en NBA. Ouais, c'est un joueur vraiment intéressant. On savait que Houston avait trop de joueurs. De toute façon, on ne pourrait pas faire jouer tout le monde. J'aurais imaginé qu'il y aurait peut-être quand même une contrepartie plus importante pour Houston. Whitmore, dès qu'il a pu jouer, il a quand même montré des choses intéressantes. Le problème, c'est qu'il a pas. Enfin, c'était très aléatoire finalement son temps de jeu et même ses opportunités de jouer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un joueur qui avait chuté à la draft en raison de, comment dire, d'inquiétude autour de son état de santé. Il a quasiment jamais été blessé, hein, si je me trompe pas, depuis qu'il est arrivé du côté de Houston. En tout cas, c'est pas ça qui a ralenti sa progression et le fait qu'il puisse être sur le terrain. On en parlait juste avant de commencer le CQFR, Antoine, a commencé à avoir de la gueule en fait cette équipe de Washington, pas sur le côté forcément compétitif, on va aller chercher une place en playoff ou même au play-in, mais par contre il y a vraiment une accumulation de jeunes talents maintenant que je trouve assez intéressante. Si t'es fan des Wizards, tu vas pas pouvoir la suivre en disant j'espère qu'on va aller taper des gros régulièrement, mais par contre je trouve qu'elle est assez enthousiasmante. Je pense que c'est une équipe qui pourrait être assez kiffante à suivre l'an prochain. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une équipe qui va perdre beaucoup de matchs, comme tu le disais. Et encore. À voir parce que déjà, je trouve qu'ils ont mis des bons vétérans autour de leurs jeunes. Il y a plein de jeunes, mais il manque la superstar potentielle. C'était, j'imagine, l'idée à l'envie éventuellement de drafter Ace Bailey, c'était de se dire, OK, lui, peut-être il a le potentiel de superstar. Ils n'ont pas été gâtés à la loterie dans le sens où l'année où ils piochent très très haut, c'est quand il y a Zachary Rizaché et Alex Sarr, donc c'est pas forcément des superstars en puissance. Ils ratent Cooper Flag cette saison, malgré une mauvaise saison, ils piochent qu'en 6. Par contre, du coup, en 6, si je dis pas de bêtises, ils prennent Trey Johnson, qui a un vrai potentiel de scoreur. Donc peut-être quelqu'un qu'on ne voit pas venir, mais qui peut devenir un All-Star grâce à son bagage offensif. Et Cam Whitmore, c'est un peu ça. C'est un mec peut-être un peu sleeper, ok, on ne le voit pas venir et il peut se retrouver All-Star. Donc je comprends les paris pour Washington, c'est des bons paris. Autour de ça, tu as Bilal Coulibaly qui peut devenir un joueur solide en NBA. Tu as Alex Sarr qui a déjà montré des choses qui peut devenir un joueur solide en NBA. Il y a pas mal d'autres jeunes, Keyshawn George, Bob Carrington, et ils ont entouré ça avec des mecs que je considérerais comme des très bons vétérans. CJ McCollum, Chris Middleton, c'est mieux que Jordan Poole et Kyle Kuzma. Là, il va y avoir un vestiaire où il y a des bons jeunes avec autour des vétérans encore de qualité, mais qui peuvent montrer vraiment le chemin. Et ouais, moi, je pense aussi que le projet commence à avoir de plus en plus de sens. Il manque la pierre angulaire de ce projet, mais des fois, quand tu as 4-5 jeunes qui deviennent bons, à défaut qu'il y en ait un qui devienne grand, tu te retrouves avec une équipe de qualité dans le futur, sans forcément être un candidat au titre, mais être une équipe de qualité. Ouais, le seul bémol, c'est qu'il y a un petit peu embouteillage quand même sur les postes extérieurs. Et il y a aussi Ouais. pas mal de joueurs de troisième année qui vont devoir prouver, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important ce que tu dis au sujet des vétérans. Il faut quand même que l'équipe soit cadrée si tu veux que ça soit pas de la compétition contre-productive et que ça gangrène le vestiaire. J'y pense quand tu as parlé de Bilal, je suis tombé complètement par hasard sur sa chaîne YouTube. Il a posté une vidéo la semaine dernière, je crois, oui, vraiment plutôt sympa, où il répond à des questions d'internautes. Si vous avez l'occasion d'aller y jeter un coup d'œil, c'est vraiment un joueur attachant, enfin dans son jeu, mais aussi dans sa personnalité. C'était très cool comme petite vidéo. Et Bilal, on l'avait déjà dit l'an dernier, mais c'est vrai que tu as parlé de joueurs en troisième saison. Lui, Mm. c'est le cas. C'est aussi le cas de Cam Whitmore. Donc les Ouais. deux seront plus ou moins en concurrence sans avoir le même profil. Il y a d'autres joueurs, du coup, Trey Johnson, puis les vétérans, ils jouent au même poste, les Middleton et les McCollum. Bilal, alors il est dans un profil particulier. Vu que lui défend très fort, il aura des minutes, ça c'est sûr. Mais il va encore falloir passer un cap en attaque. C'est vraiment. La NBA, c'est quand même. Y arriver, c'est beau. Et comme quoi, même quand tu fais une saison rookie enthousiasmante, même quand tu montres des belles choses, tu sens à chaque fois que ça peut s'arrêter vite ou que ça peut vite, pas s'arrêter directement, mais tu vois, tu sens l'espèce de point de bascule où si là tu passes pas ce cap, tu vas te retrouver, tu vas disparaître petit à petit. Je dis pas que c'est le cas pour Bilal, hein. Je parle de manière Mm. générale.
où tu vas te retrouver catalogué, alors que ce qu'on espérait, c'était de le voir plus avec la balle en main. C'était marrant parce que dans la vidéo dont je parlais, quelqu'un lui demande sur quoi est-ce qu'il bosse le plus ou sur quoi il voudrait progresser. Il parle justement de son handle, du fait de mieux gérer les situations de création balle en main, etc. Donc nous, c'est ce qu'on aimerait voir pour son développement. Et c'est vrai que quand tu rajoutes un joueur comme Whitmore ou d'autres, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de concurrence sur ce spot-là. Et je pense que c'est vraiment là-dedans. Parce que défensivement, honnêtement, je pense qu'il a montré suffisamment de choses pour que Washington ou d'autres équipes se disent bah Ouais. voilà, ça peut vraiment être un stopper défensif ou un joueur qui va nous aider sur ce côté-là. Mais pour se faire une place durablement et sortir de cette case, il faut montrer d'autres choses. Et pour Bilal, ça passe bien sûr par l'adresse extérieure, mais je pense par aussi la création potentiellement balle en main. Juste, on peut enchaîner avec deux petites signatures. Voilà, je les donne. Vous pouvez les retrouver sur Basket Session aussi. Ryan Rollins est resté à Milwaukee pour 12 millions sur 3 ans. Jock Landale a été engagé par Memphis. Juste pour Rollins, il avait quand même fait une très belle fin de saison. Puis Doc Rivers ne l'avait pas utilisé en playoff. Mais voilà. Après, il ne s'était pas montré à son avantage sur les petites minutes qu'il a joué en playoff, mais il avait très, très, très peu joué. Mais voilà, pour 4 millions la saison, ça fait encore une re-signature pas trop chère pour Milwaukee, des joueurs qui peuvent éventuellement contribuer ou au pire ne pas peser dans le cap. On peut enchaîner avec la Summer League. Vu qu'on a parlé des Wizards, qu'on a parlé de jeunes, on peut parler d'un jeune rookie qui s'est mis en valeur, c'est VJ Edgecombe. Premier match de Summer League, je crois que c'est celle de Utah. Oui, c'est celle de Salt Lake City, celle qui commence toujours en premier, Oui, celle oui. où il y a moins de talent d'ailleurs, il y a moins de joueurs qui viennent. Donc celle de Salt Lake City, lui, il s'est mis en valeur, il jouait avec Philadelphie, c'est le 3e pick des Sixers, il jouait contre le Jazz justement, Dace Bailey, qu'on a mentionné tout à l'heure, et le duel a largement tourné à l'avantage d'Edgecombe qui a mis 28 points. Évidemment, c'est de la Summer League, 28 points de 10 rebonds d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as pensé un peu? On a vu des highlights d'Edgecombe, quelle est l'impression que tu retiens du gars? Ben, on savait que c'était un joueur élégant. Moi, j'ai bien aimé voilà, ce qui fait sa force. C'est la polyvalence. La polyvalence aussi dans le scoring. On en parlait un peu avant de commencer le CQFR avec Antoine. C'est un joueur qui a vraiment des atouts dans le mid-range. Il va bosser, c'est sûr, sur l'adresse à 3 points pour gagner comment dire, en régularité, il est hyper athlétique. Voilà, ce qui m'a plu, c'est que sur ce match-là, même si l'adresse n'était pas au rendez-vous, mais encore une fois, c'est de la Summer League, c'est qu'on voyait un petit peu toute la palette de ce qu'il peut apporter sur un terrain, à la création, dans la relance, au rebond. Tu dis 10 prises pour un mec qui fait 1m93, c'est quand même pas mal, même si voilà, Summer League, c'est toujours compliqué. Hein. C'est un peu entre le pick-up game parfois, des situations un peu semi-all-star game ou rookie game. C'est pas le moment où, à part les spécialistes de la défense, collectivement, ça défend pas très fort. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Et puis c'est bien aussi de commencer comme ça. Ton premier match, c'est toujours mieux pour la confiance. Tu confirmes un petit peu la hype, tu confirmes un petit peu le fait que Philadelphie. C'est ce qu'on s'était dit juste après la draft. Tu avais certainement fait le bon choix, ou du moins un bon choix en allant le chercher. Je trouvais ça très encourageant pour la suite. Ouais, ce qui est marrant en plus, c'est que voilà, j'imagine que c'était pas dû au hasard, qui est le duel avec Bailey, qui est un peu, voilà, il y a un peu, Bailey était censé à un moment, pendant longtemps, annoncé comme 3e choix. Bailey finit avec 8 points et c'est trop bon à 3 sur 13. Donc voilà, même si c'est de la Summer League et qu'il n'y a rien d'inquiétant, forcément, quand tu mets 28 points, Edgecombe, ça fait plus forte impression. Si vous regardez ces highlights, je pense que vous allez effectivement apprécier le joueur, hein, très explosif. Tu as parlé du tir à 3 points, pour lui, ça va vraiment être la clé cette saison, parce que je pense qu'on va le voir que dans 2 registres. J'ai peur, hein. Mais quelque part, ce serait normal. Il va jouer avec Joel Embiid, il va jouer avec Paul George, il va jouer avec Tyrese Maxey. Donc, ouais. Paul George et Embiid, il faut effectivement, il y a des interrogations, mais a priori, il devrait jouer avec eux. Ce qui est sûr, c'est qu'il jouera quand même souvent avec McKee, même avec McCain aussi, qui va revenir de blessure. Edgecombe, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup le ballon entre ses mains. Par contre, il va courir et mettre des dunks en transition, et il va avoir des 3 points ouverts. Et vraiment, l'adresse à 3 points, vaut mieux être à 35 sur sa première saison que 28-30%, ce qui est aussi une possibilité. Hein. Il y a moyen qu'il se retrouve. Là, il fait 1 sur 7 hier à 3 points. S'il est à 35% à 3 points et qu'il met des dunks en transition, petit à petit, il va avoir de plus en plus de responsabilités et de plus en plus de minutes. Mais en tout cas, il y a un joueur qui a l'air d'avoir un profil intéressant et Ouais, de toute excitant. façon,
il aura les tirs à 3 points les plus ouverts de sa vie, hein, parce que quand il sera sur le terrain, les défenses vont l'ignorer complètement, justement pour le mettre au défi de tirer jusqu'à ce que ça soit établi de savoir quel type de shooter c'est. Donc il y a aussi un scénario dans lequel ça se passe plutôt pas mal. De toute façon, je pense que quand tu regardes le combo qualité athlétique, polyvalence, lecture, même hier on le voyait un petit peu dans sa lecture sur pick and roll, enfin ce week-end on le voyait un peu dans sa lecture sur pick and roll. Voilà, il y a tout en place pour que ce soit un joueur très solide. On enchaîne avec les Nuggets qui ne veulent pas Ouais. lâcher l'affaire. Ils ne laisseront pas Jonas Valanciunas, en tout cas ce qui se laisse. C'est ce qu'ils disent pour l'instant. Les Nuggets ne laisseront pas Jonas Valanciunas rejoindre l'Europe et la Grèce. Ils ne vont pas le libérer. Il n'y aura pas de buyout, il n'y aura pas de Panathinaikos. Ouais, et je comprends Denver, on en avait parlé la semaine dernière, Antoine, c'était un coup dur, hein, je trouve, pour les Nuggets qui avaient vraiment très bien joué en allant chercher Valanciunas. Ça serait un coup dur si vraiment ils voulaient pas jouer. Bon, après, on verra ce que ça donne. Encore une fois, je serais vraiment très surpris que Valanciunas soit à ce point déterminé à quitter la NBA, sachant que là, tu as une opportunité potentiellement de jouer le titre. Tu vas jouer avec Jokic dans une équipe qui sera compétitive, qui a vraiment bien remodelé son roster pendant l'été. Je serais vraiment surpris qu'il aille au conflit, ou tu vois, quasiment, ou qu'il refuse de se présenter au training camp pour que ça soit un bras de fer. C'est un mec qui a jamais fait de vague pendant 20 ans qu'on le connaît quasiment. Donc j'espère qu'ils trouveront un compromis et qu'il partira sur la saison déterminé et volontaire, parce que je pense qu'il y a vraiment une belle carte à jouer pour lui, pour avoir un rôle important dans cette équipe qui sera vraiment ambitieuse. Bah ouais, clairement. Très belle intersaison des Nuggets, hein. Ce serait vraiment le point noir de cette intersaison. 4 nouveaux joueurs quand même qui arrivent à Denver. Cam Johnson, à la place de Michael Porter Jr., on en a déjà parlé. Moi, je pense que c'est plus fiable. Et si tu actes le fait que Michael Porter Jr., ça ne sera pas une star balle en main, bah, je préfère avoir Cam Johnson. Tim Hardaway Jr., on va dire, il remplace pas vraiment Russell Westbrook. Il arrive juste pour mettre des shoots. Et un Tim Hardaway Jr. qui n'a pas beaucoup de responsabilités, ça ne me fait pas peur. Parce qu'au pire, il rentre, il en rate C'est 5, tu exactement vois. ça. C'est pas très grave. Je veux dire, il est même, à part si Strother passe un vrai cap, aujourd'hui, il est bien mieux préparé que Strother à jouer 15 minutes sur des matchs de playoff NBA. Bruce Brown, qui revient, c'est peut-être lui qui remplace Westbrook au final. C'est peut-être lui qui remplace Westbrook. Parce qu'au final, Westbrook, il jouait avec Jamal Murray souvent quand il jouait pas dans les teams. Il y avait deux profils pour Russell Westbrook. Des fois, il jouait avec Jokic. Et du coup, au final, c'est Jokic qui crée la création. Westbrook aussi pousse du rythme et tout. Mais Bruce Brown peut jouer avec Jokic exactement comme le faisait Westbrook, sans le côté poussé en transition. Tu vois. Et Westbrook jouait avec Jamal Murray. Et là, effectivement, c'est Jamal Murray qui peut avoir la balle entre ses mains. Bon, l'avantage, c'était aussi de laisser Murray jouer sans le ballon. Bruce Brown peut compenser en tout cas une partie de ce que faisait Westbrook, et on a vu que ça avait bien marché à Denver, et lui aussi c'est un bon joueur, et lui en tout cas, ou au moins pareil, si je compare avec un autre jeune, Bruce Brown il est mieux préparé aujourd'hui que Peyton Watson, donc ça fait Ben, 3 bonnes recrues, enfin je trouve. vas-y. Ouais. Non, Non, et non, pardon. j'ai ajouté le dernier, c'est Jonas Valanciunas. Je veux quand même, par décence, je veux pas comparer Valanciunas et DeAndre Jordan. Bon. Ouais. Non, mais en fait, je suis d'accord avec toi pour Bruce Brown et Peyton Watson, même si de ce que j'ai saisi, les Nuggets continuent de croire fort en Peyton Watson. Et c'est vrai que pendant ces playoffs, surtout, enfin, je sais plus même si c'était pendant les CQFR, les podcasts ou entre nous, mais c'était hyper frustrant de le voir parfois sur le terrain, parce qu'il y a des matchs où il pouvait pas jouer du tout. Il y a quand même des moments où finalement il a été bon par séquence. Et j'ai l'impression que l'avenir, enfin même non, l'avenir à court terme, peut-être même la saison des Nuggets, repose énormément sur Peyton Watson, parce que s'il est capable de rester sur le terrain, c'est quand même un mec qui peut protéger le cercle. Ils n'en ont pas des tonnes en fait, les Nuggets. Et s'il arrive à rester sur le terrain en étant capable de mettre ses tirs à 3 points complètement ouverts, ça donne, j'ai l'impression que ça débloque un autre niveau potentiel pour cette équipe des Nuggets qui manquait énormément de rotation. Et effectivement, si tu te retrouves dans une situation où le coaching staff a le choix, en fait, entre se dire est-ce qu'on met Bruce Brown ou est-ce qu'on met Peyton Watson, c'est complètement différent de si le coaching staff se dit, bah, de toute façon, on est obligé de mettre Bruce Brown. Tu vois, et donc j'ai l'impression que ça va être vraiment déterminant pour les Nuggets, le développement de Peyton Watson. Mais dans le moins optimiste des scénarios, Denver a déjà 8 joueurs sûrs à Oui, faire jouer. t'as raison, C'est-à-dire ouais. 105 majeurs.
plus Bruce Brown, Tim Hardaway et Jonas Valanciunas, qui sont trois vrais vétérans NBA qui ont déjà montré des choses en NBA. Et Watson, tu as raison, il a encore du potentiel au final. Il progresse, il joue des minutes importantes. Tu vois, il joue dans une bonne équipe depuis son arrivée en NBA. Donc, il va peut-être passer un cap cette saison. C'est pas à exclure, tu vois, c'est pas enterré. De la même manière pour Strother, d'ailleurs. Les deux. Et là, tu te retrouves avec une rotation à 10. Si Jokic a faim, je pense que oui. S'il est toujours au niveau stratosphérique qui est le sien, je pense que oui. S'il est revanchard, je pense que oui. Les Nuggets, pour moi, je l'avais déjà dit après, je crois que dès le trade de Cam Johnson, il n'y a même pas encore les autres, seront, je peux pas dire favoris parce que le Thunder est champion en titre, donc toujours tu leur colles l'étiquette du favori, mais je pense que les Nuggets ont une vraie shot sur le titre NBA cette saison. Ouais, je pense qu'ils seront dans le top 3 des contenders de l'Ouest à coup sûr. À coup sûr. Ouais, c'est clair. Allez, petit mot de WNBA pour terminer. Ah oui, si juste Valanciunas, ajouter, si les Nuggets refusent, il ne peut pas. Voilà, que ça soit bien clair, il ne peut pas aller jouer en Europe si Denver ne lui donne pas l'autorisation. Il faut que ce soit un buyout où les deux parties se mettent d'accord. Sinon, contractuellement, il est lié avec Denver et il ne peut pas aller jouer. Il peut pas aller jouer. Tu peux pas démissionner en fait en NBA. Si, il peut racheter son contrat peut-être. Il peut racheter les 10 millions de son contrat. Mais il faudrait que Denver soit d'accord. Ça donnerait lieu à une négociation. Denver peut bloquer de toute façon la signature. Ouais, donc t'as pas de CDI, mais par contre, oui, tu ne peux pas démissionner comme ça en NBA. Bon, tu as des CDD à des millions de dollars. Un petit mot de WNBA avec nos deux Françaises du côté de Seattle. Allez, je vais commencer par Gabby Williams qui est All-Star. Première Française All-Star en WNBA. Elle a été sélectionnée et le Storm qui hier a battu le Liberty, quand même. D'ailleurs, les deux équipes ont quasiment le même bilan aujourd'hui. New York a quand même perdu pas mal de matchs depuis le champion en titre, depuis leur grosse série de victoires. 16 points, 7 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 1 contre pour Gabby Williams et 11 points, 8 rebonds en 10 minutes pour Dominique Malonga. Fait un de ses meilleurs matchs en WNBA, si ce n'est son meilleur match en WNBA. Ouais, c'est super bonne nouvelle. Ce qui est vraiment cool, c'est de voir que Seattle a décidé de miser sur les deux joueuses. Vraiment, Malonga, elle a des minutes régulièrement. Et Gabby Williams, le jeu a été réorienté autour d'elle. Même à l'intersaison précédente, il y a eu pas mal de mouvements du côté de cette équipe. Et c'est vraiment... le jeu tourne autour d'elle. Et hier, c'était assez... dans la victoire face au Liberty, tu voyais, il y a au niveau du scoring, c'est très équilibré finalement. C'est une équipe qui compte sur plusieurs joueuses et pas sur une scoreuse attitrée. Mais ce qui est parfait pour Gabby Williams, qui rayonne en fait, parce que c'est pas... Souvent on note ses performances au scoring, mais en fait c'est la polyvalence de son jeu vraiment qui l'a fait se détacher. Et donc sélection pour le All-Star mérité, et ça fait toujours kiffer, ouais, c'est clair. Allez, je vais dire un petit mot d'Angel Reese, parce que chaque fois je me moque. Elle est quand même sur une sacrée série de matchs. Alors, Chicago a perdu contre Minnesota, 80-75, mais juste sur les 5 derniers matchs, Angel Reese, 10 points, 19 rebonds, 4 passes, 3 interceptions. Puis 18 points, 17 rebonds, 6 passes, 4 interceptions. Puis 17 points, 18 rebonds. 24 points, 16 rebonds, 7 passes. Et là, 16 points, 17 rebonds, 6 passes. Il y a toujours de la maladresse, il y a toujours des balles perdues, mais il y a un peu moins de maladresse d'ailleurs. Elle est plus à 40% au tir qu'à 30%. Et la série au rebond, donc 19, 17, 18, 16, 17, c'est quand même Denise Rodmanesque. Bah oui, c'est clair. Au rebond, elle est en train de réécrire tous les livres d'histoire en termes de précocité, de record de nombre de rebonds plus jeunes, etc. Non, moi j'aime bien le tempérament de cette joueuse. C'est un peu fatigant parfois. Après, c'est le jeu des réseaux sociaux, c'est le jeu de tout ça. Même, il n'y a pas que les réseaux sociaux. À notre époque aussi, enfin, à mon époque, il y avait aussi des joueurs ou des joueuses qui étaient clivants ou clivantes. Ça fait partie du jeu quelque part. Elle s'en tire plutôt bien d'ailleurs en termes d'image. Elle a compris aussi que c'était un business et je pense qu'elle s'est bien positionnée par rapport à tout ça. Mais moi, j'aime bien. On va s'arrêter là-dessus, Théo. On se retrouve demain pour un nouveau CQFR. D'ici là, pensez à checker basketsession.com et on se retrouve demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.